Bon, eh ben c'est parti. Il y a 3 ans sortait ma première vidéo. Et comme sujet, l'histoire d'amorcer la chaîne, j'avais choisi l'impression 3D. Mais depuis, ma chaîne a évolué et l'impression 3D aussi. Et puis ma vidéo pue un peu, il faut le dire, c'est ma première. Profitons-en donc pour poser de nouvelles bases. L'impression 3D est devenue un domaine à part entière. Il n'y a pas une, mais des techniques d'impression 3D. Le principe reste toujours le même, déposer des couches de matière pour créer une forme en 3D. C'est pourquoi, si on veut être exact, on ne parle pas d'impression 3D, mais de fabrication additive. On ajoute de la matière, contrairement au procédé encore largement utilisé, qui consiste à enlever de la matière, la fabrication soustractive. Les imprimantes 3D font partie de la grande famille des CNC, pour Computer Numerical Command, ou machine à commande numérique. Ce qui veut dire qu'elles travaillent à partir d'un chemin établi par ordinateur. Faire de la poterie n'est donc pas de l'impression 3D par exemple, parce que c'est pas piloté par ordinateur. Les étapes de préparation et de fabrication sont les suivantes. On part d'un fichier 3D, les formats majoritaires étant l'OBJ, le STEP ou le STL. On va ouvrir le fichier dans un logiciel permettant de régler l'impression. Ce logiciel est composé de 2 parties. D'un côté, un vulgaire outil de manipulation 3D, permettant de placer les formes en 3D dans l'espace disponible, de les dupliquer, de redimensionner la forme, etc. De l'autre, un slicer, qui va découper les formes en 3D en tranches en 2 dimensions, voire en 3 dimensions pour les machines spécifiques. À partir de cet empilement de tranches, le slicer va calculer le déplacement de l'outil d'impression en fonction des réglages définis par l'utilisateur. De là sort un fichier écrit en G-code. C'est une suite d'instructions que la machine va lire pour imprimer la pièce. A noter que parfois c'est pas du G-code, c'est un format de fichier propriétaire à la con, pour vous éviter d'utiliser un autre logiciel que celui fourni par la machine. Donc Wi-Fi, carte SD, clé USB, Bluetooth, RJ45 ou tablette de marbre, peu importe comment vous envoyez le G-code à la machine, elle le lira et imprimera le hand spinner de vos rêves. Ah oui c'est vrai, c'est plus à la mode, désolé, je suis vieux. Donc ça c'est pour le principe de base. Bon, c'est relativement facile. Tellement facile que l'idée d'imprimer des trucs en 3D ne date pas d'hier. On parle du concept en France dans le milieu des années 80. Une des boîtes les plus connues, 3D Systems, est fondée en 1986. Sauf que la technique d'impression est cantonnée à l'industrie. Il faudra attendre 2007 pour le grand public. En effet, c'est la date de sortie de la Darwin. Première machine sous licence libre capable de s'imprimer en partie elle-même. Et donnant naissance à une lignée de machines sous licence libre appelée RipRap, ou RepStrap. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'insiste là-dessus. La sortie d'une machine sous licence libre aura pour effet l'explosion de l'impression 3D grand public et semi-professionnel. La raison est simple, la technologie est là, disponible sans brevet, évitant alors un investissement considérable de recherche et développement et permettant à des dizaines d'entreprises de se créer. Il existe des dizaines de modèles de RipRap différents. J'ai mis un lien dans la description qui fait un recensement. Mais bon, il est plus à jour. Donc pourquoi je mets ce lien ? Le modèle de RipRap qui s'est imposé, car fiable, ayant une communauté de dingue et facile à fabriquer, c'est la Prusa i3. Si vous vous intéressez déjà à l'impression 3D, vous avez dû constater qu'il y a pas mal de modèles qui se ressemblent, et notamment qui ressemblent à ça. C'est normal, la Prusa i3 étant sous licence libre, il y a une pétachier de versions différentes, qui sont plus ou moins honnêtes. Il n'y a pas de copie ou de clone, entendu ici au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire de la contrefaçon. Quand on parle d'objets sous licence libre, il n'y a que des versions différentes, vu qu'on a le droit de modifier, de fabriquer la machine et même de la vendre. En revanche, on est censé appliquer le principe du copyleft, à savoir une version dérivée d'une imprimante sous licence libre, et elle aussi sous licence libre. Si on fait ça dans les règles, alors les fabricants sont tenus de documenter leur version. Et dans la plupart des cas, ils ne le font pas. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet, donc on revient à notre question. L'impression 3D grand public utilise la technologie dite FDM, pour Fused Deposition Modeling, dépôt de fil chaud en bon français. On va chauffer un fil de polymère, le plus souvent de l'ABS ou du PLA, pour le déposer couche par couche selon un trajet prédéfini à l'avance par le slicer, le logiciel dont on a parlé juste avant. Le dépôt de fil se fait sur l'axe XY, un plan en 2 dimensions donc, et on va ensuite monter d'un cran sur l'axe Z pour ajouter une couche. Chaque couche a une épaisseur, plus l'épaisseur d'une couche est importante, moins le résultat sera précis, mais plus on ira vite. Ainsi, on arrive désormais à des épaisseurs inférieures au dixième de millimètre, ce qui permet quand même une assez bonne précision. Dans la mesure où on rajoute de la matière où on veut, il n'est pas nécessaire de remplir un volume. On utilise donc un taux de remplissage qui se traduit par une structure en alvéole dans le volume. Vu qu'il est refermé à la fin de l'impression, on obtient un objet aussi solide que s'il était plein, plus léger et imprimé plus rapidement. Comme toute technologie, le FDM a des avantages et des inconvénients. Merci. Dans les avantages, c'est pas cher, facile à régler et ça prend pas trop de place. Un rouleau de fil coûte dans les 40 € du kilo, sauf si vous tapez vraiment dans le pas cher, mais attention, la qualité du plastique influe sur la qualité d'impression. Il est aussi possible de recycler son propre plastique avec une machine capable de refaire du fil. Ça paraît con, mais en fait, c'est pas si évident que ça. L'extrusion de plastique, c'est tout un art. Dans les inconvénients, on en a 2 majeurs. Le premier, c'est qu'on travaille du plastique, souvent en 1 ou 2 couleurs maximum en fonction du nombre de buses sur l'imprimante. Certains utilisent des buses qui sont capables de mélanger plusieurs couleurs,
mais c'est loin d'être parfait. Il existe beaucoup de polymères différents, on trouve des trucs exotiques, comme du PLA chargé en bronze, en cuivre ou en fibre de carbone. Alors ça change sûrement des trucs, mais n'espérez pas fabriquer un essieu de voiture avec ça. L'autre défaut, c'est le porte-à-faux. Déposer des couches les unes sur les autres ne permet pas d'imprimer n'importe quelle forme. Une pièce ayant des parties en porte-à-faux, comme celle-ci, fera que l'imprimante arrivée à cette partie imprimera dans le vide. Le fil va tomber et ça va être dégueulasse. C'est pourquoi le constructeur donne en général l'angle minimum d'impression que l'imprimante peut imprimer. En dessous, la pièce est trop penchée pour que ça s'imprime correctement, mais on peut contourner ça avec l'ajout de supports. Le support est un échafaudage construit pendant l'impression pour servir de base temporaire afin d'imprimer les parties en porte-à-faux. Une fois l'impression finie, on retire les supports à la main. Sur les imprimantes à deux buses, on pourra utiliser un fil qui se dissout dans l'eau chaude pour créer le support, ce qui permet des résultats meilleurs. L'autre défaut, et pas des moindres, c'est le volume d'impression. Pas mal cette guitare, hein. Une imprimante a un volume utile, un cube dans lequel elle peut imprimer, ou un cylindre si on utilise une imprimante de type Delta. En règle générale, on est aux alentours des 20 cm de côté. On peut faire plus gros, mais ça sera aussi plus long. Sur les machines pro ou semi-pro, le volume est chauffé. La raison à ça est l'ennemi de tout imprimeur, le retrait. Le plastique en refroidissant se rétracte, et la pièce risque de se déformer. En maintenant une température homogène tout le long de l'impression, on évite la rétractation et on obtient un résultat meilleur. Voilà, la 3D c'est ça, c'est déposer des couches de matière. Et les autres techniques d'impression 3D ? Eh ben justement, j'y viens. Dans le domaine de la thune infinie, des contrats d'entretien indécents et des errements des commerciaux qu'est l'industrie, on passe dans un autre monde. Pour l'instant, j'ai parlé de machines qui tournent à peu près autour des 2000 €. Là, on peut rajouter un 0, voire 2. Voire 3. La SLS pour Selective Laser Sintering, ou frittage sélectif par laser en bon français, est la même chose que le FDM, sauf qu'au lieu de superposer des couches de plastique fondu, on superpose des couches de poudre qu'on coagule avec un laser. Autant dire que c'est plus précis. Et l'avantage de cette technique, c'est que la poudre sert de support. Vu que la poudre est déposée de partout à chaque couche, celle qui n'est pas solidifiée par le laser peut servir de support pour des volumes avec des parties en porte-à-faux. C'est pratique. La seule condition est de ne pas créer un volume creux fermé, sinon on piège la poudre à l'intérieur. L'épaisseur de couche peut être vraiment très fine, ce qui veut dire que le résultat peut être très précis. Par contre, ça donne un rendu granuleux en surface, chose qu'on corrige en polissant la pièce ou en l'usinant. Les matériaux sont plus nombreux et on peut colorer les pièces. Bon, ça coûte un bras, mais on peut. Et ça, c'est bien. Avec le SLS, on peut imprimer beaucoup de matériaux différents, y compris du métal. Alors, c'est pas le même prix, ni la même machine, et il faut solidifier la pièce dans un four après l'impression. L'application de la technologie SLS est très large, ça va du dentaire jusqu'à la fabrication de pièces pour moteurs de fusée, en passant par la fabrication de moules de presse à injection. La troisième technologie d'impression 3D parmi les plus courantes est le SLA. SLA pour stéréolithographie à partus, ou stéréolithographie, ou photopolymérisation en bon français, consiste à faire pareil que le FDM ou le SLS, mais en utilisant un polymère liquide qui se solidifie à la lumière. Cette lumière peut être un laser ou un simple vidéoprojecteur, voire un téléphone portable. Un réservoir contient le polymère et la pièce imprimée va être fixée sur un plateau qui s'élèvera au-dessus du liquide. La source lumineuse située en dessous solidifie le plastique couche par couche. C'est une technologie très précise, mais pour faire des modèles assez petits. On va s'en servir pour faire des modèles de bijoux, des petits objets, des petits trucs comme ça. La résine coûte assez cher, entre 100 et 400 € du litre. Le SLA est donc une technologie pour des applications spécifiques. Après ces trois techniques, qui sont les plus représentatives de l'impression 3D, vous avez des techniques qui sont plus originales. Par exemple, on peut penser à cette machine qui colle des feuilles de papier les unes sur les autres. N'empêche que le résultat est bluffant. Par contre, ça mange de la ramette de papier, c'est pas très écologique. On a aussi l'impression 3D à base de frittage de sucre, ou la fameuse imprimante qui utilise un système de concentration solaire pour vitrifier du sable. Le résultat ressemble à une fulgurite complexe. Parce que, fun fact, quand la foudre tombe sur du sable, ça donne ce qu'on appelle une fulgurite. L'anecdote de Didier Mondain, ça, c'est fait. Mais bien sûr, on peut pas éviter le sujet, les maisons. Et ouais. C'est l'entreprise Winsun, ou Winchang Building Technique, je suis vraiment désolé pour l'accent, qui s'est mise à fabriquer des maisons en 3D. Depuis, l'idée s'est répandue et l'impression de maison est expérimentée un peu de partout, y compris en France. En même temps, le principe, très proche de la technologie FDM, mais en plus gros, est tellement con que je me demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Il y a sûrement une raison, mais je vois pas laquelle. Donc c'est pareil que ce qu'on a vu avant, on va déposer des couches de béton les unes sur les autres. La buse est plus grosse bien sûr, on dépose des boudins de plusieurs centimètres d'épaisseur. Le béton est renforcé avec des fibres et sèche assez vite. On peut rajouter un bardage en acier dans les couches pour construire une sorte de béton armé. Le résultat est quand même super impressionnant, on a déjà fabriqué des immeubles de plusieurs étages en quelques jours, ça dépote quoi. Pour continuer dans le grand format, on a aussi une technique qui permet de déposer des couches de métal fondu. Pour ça on va fondre l'arc à métal d'apport, cette technologie est expérimentée pour fabriquer
fabriquer un pont à Amsterdam. Faudra que j'aille le voir quand ça sera fini. Pour rester dans le gros format, je peux vous montrer la Big Rep, une grosse imprimante FDM que j'aimerais bien avoir en ma possession. Dans le même style, on peut déposer des couches de plastique via un bras robot. Pour l'anecdote, les lions à l'entrée du nouveau stade lyonnais sont fabriqués comme ça. Après, on a d'autres idées expérimentales, comme le fait d'imprimer directement sur la structure, ce qui permet d'avancer avec l'ouvrage et de ne plus être limité à un volume maximum. On peut aussi citer la conquête spatiale, on envoie des imprimantes 3D sur Mars qui fabriquent des abris à partir des matériaux trouvés sur place. Pour revenir à des volumes plus petits, on va aussi trouver dans l'industrie des technologies d'impression 3D qui sont des sortes de mix entre plusieurs techniques. Par exemple, déposer des couches qu'on va solidifier par UV, colorer de la poudre blanche en la solidifiant du même coup, ou utiliser directement des granulés de plastique à la place du fil, ce qui est beaucoup moins cher, et la liste des plastiques différents est devenue aussi longue qu'un jour sans pain. Voilà pour ce petit tour d'horizon qui actualise ce que j'ai dit en 2013. À l'époque, la 3D allait changer le monde. Qu'en est-il 3 ans plus tard ? Déjà, une technologie ne change rien en elle-même. C'est l'usage qu'on en a qui change les choses. Et de ce point de vue, à mon avis, ce qui se passe actuellement, c'est pas très surprenant. D'un côté, l'usage personnel devient banal mais ne change pas radicalement le quotidien. J'entends par là que le piratage des objets n'aura pas lieu, CF ma vidéo sur le sujet, et que l'immense majorité de la population continue d'acheter des produits manufacturés. En revanche, la 3D a participé aux côtés de l'Arduino, du Raspberry Pi et des Fab Labs à la démocratisation des makers. Nous sommes plus nombreux, et ça, c'est cool. Le plus gros du changement est industriel. En gros, l'impression 3D permet de faire la même chose qu'avant, mais en moins cher. C'est l'histoire de l'industrie, quoi. Mais c'est pas parce que la révolution de l'impression 3D pour tous, enterrant l'industrie, n'a pas eu lieu, en même temps, qui y a cru, qu'il ne se passe rien. On peut déjà parler de tous les projets autour de l'handicap, prothèses open source et autres éléments facilitant la vie des personnes à mobilité réduite. À ce sujet, je vous conseille vraiment My Human Kit, des Français qui méritent d'être plus connus. On peut aussi fabriquer des objets pédagogiques, des pièces de rechange pour réparer des appareils, mais aussi des robots. Pas vrai, Poppy ? En bref, l'impression 3D est un outil qui évolue et qui évoluera encore. On en reparlera peut-être dans quelques années, s'il y a du neuf d'ici là. Pour terminer, si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, je vous conseille ces chaînes. Et puis moi, je vous dis à une prochaine.